Bonjour, moi c'est Camille, mais je vais avoir un petit mot derrière. Et je vais vous faire un retour d'expérience sur comment on a industrialisé nos API chez WeFight en JS et comment ça a pas mal boosté notre vélocité et notre capacité à faire les choses beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus qualitative. Et bien sûr, ça marche pas. Du coup, je vais commencer par vous parler vite fait de moi et de WeFight. Après, je vais vous expliquer le contexte dans lequel on était à l'époque où on a commencé ça il y a 2 ans. Après, je vais vous parler de Nest.js et des décorateurs qui vont avec. OpenAPI, après, je vais vous parler un peu de toute notre CI et tous les outils qu'on utilise autour pour arriver là où on veut aller. Après, les différentes façons qu'on a de consommer nos API, le résultat au niveau de notre architecture et globalement ce que ça nous a apporté. Rapidement, qui connaît et pratique Nest.js? Oh, il y a déjà pas mal. Pas mal. Ouais, on va passer avec l'équipe. Ok, du coup, moi c'est Camille Pire, je suis architecte logiciel chez WeFight depuis un certain temps maintenant. Et Jean a pas mal participé à la rédaction des slides et tout et m'a aidé à préparer. C'est aussi mon tout premier meet-up et premier talk, donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît. Et merci d'être venu. Du coup, WeFight, bah, c'est la joyeuse équipe qui est là pendant son séminaire d'été. Mais à part profiter de la super météo de Montpellier, bah, à part aujourd'hui, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des applications VIC, qui sont des assistants qui accompagnent les patients dans leurs maladies longue durée. Donc ça va des maladies chroniques, comme l'asthme, la dépression, au cancer, genre sein, prostate et ainsi de suite. On a une seule code base, mais pour l'instant, on a 25 pathologies qui sont traitées, qui sont toutes des apps différentes. Et on est sur plusieurs pays, donc au total, en fait, on a 52 apps sur les stores, qui sont toutes vraiment dédiées à une pathologie différente. Les apps, ce qu'elles font, c'est que leur fonction principale, c'est un chatbot qui permet d'accompagner le patient dans sa pathologie et globalement, le patient peut lui poser une question et il va avoir une réponse plus qualitative que ce qu'il aurait sur Google. Parce qu'en interne, on a une équipe médicale qui s'occupe de s'assurer que les contenus sont corrects et justes. À côté de ça, on a d'autres features. On a des features de questionnaires auxquels ils peuvent répondre pour évaluer, par exemple, l'état de leur asthme, ce genre de choses. On a un calendrier, on a des articles et ainsi de suite. Et plus ça avance, plus on ajoute des features aux apps. On est aussi sur Messenger. Du coup, avant de commencer cette restructuration de notre système, on avait plusieurs monolithes qui tapaient sur la même DB, sans repository de schéma, et tout le monde y allait joyeusement de modifier le schéma de son côté, avec des équipes en silo et des petites équipes, parce qu'on était 6, et en un an, on a doublé, voire triplé le nombre de devs, et on avait beaucoup de juniors, et on a continué d'avoir beaucoup de juniors, donc c'était le bordel. Mais on a eu du Express, du Mongoose avec cette base Mongo, la partie qui faisait face aux patients en React Native, et on a un back-office interne parce que avec 52 apps en fait, et une seule code base, ça veut dire qu'il y a énormément de collections de configuration. Tous les contenus, tous les questionnaires, tout est fait à la main par maintenant une équipe d'une vingtaine de pharmaciens quand même en interne, qui passent leur journée entière à configurer le système. Donc ça fait un volume de configuration énorme. Et le problème que ça pose, c'est que quand on doit modifier le système, chacun l'a un peu codé à sa sauce. Il n'y a pas d'homogénéité entre les codes bases, et du coup, les développeurs ne peuvent pas passer d'un projet à l'autre facilement. Bref, ça grippe un peu le système en termes d'évolution, et ça apporte aussi pas mal de dettes techniques et de bugs qui sont difficiles obligatoirement à résoudre, parce que parfois quelqu'un a modifié quelque chose dans un monolithe, et c'est le troisième monolithe qui a pété, personne ne s'en est rendu compte. C'est arrivé 2 mois plus tard, et on ne sait pas d'où ça sort. Voilà, du coup, super homogénéité dans les projets. Beaucoup de redondance dans le code parce que beaucoup de parties copiées d'un projet à l'autre aussi, et puis remodifiées dans un mais pas dans l'autre, ce genre de choses. Et du coup, très coûteux en termes de développement. Du coup, nous, notre serveur, vous verrez beaucoup de chats parce que c'est le logo de Nest quand même. Donc. Notre serveur, c'était Nest, parce qu'en fait, donc on a Node qui nous permet de faire du JS côté back, ce qui est génial. Après, on a eu Express et Fastly, s'il y en a qui s'en servent, ce qui est un peu plus performant que Express. Et ça, c'est vraiment, de notre point de vue, c'est juste des utilitaires en fait. Ça permet de faire un serveur HTTP de façon plus simple, mais en vrai, si vous voulez faire un serveur HTTP de 100 000 lignes sur un fichier, vous pouvez, ça marchera, normalement. Mais alors Express, il a une opinion qui est très forte. Et il vous empêche de faire tout ce que vous voulez.
Ça ne vous empêche pas de faire les features que vous voulez, ça vous empêche juste de le faire mal. Mal, c'est un grand mot, mais disons que ça vous force une structure, ça vous force à utiliser des méthodologies, et en fait, ça permet aussi énormément de standardiser vos projets, surtout si vous commencez à avoir plein de microservices. Au moins, ils se ressemblent tous, et un développeur qui a bossé sur un microservice est capable de bosser sur un autre en une demi-journée, parce que la structure est la même. Si on a qu'on fait du PHP, qu'on fait du Symfony ou d'autres frameworks du style, bah c'est pareil, c'est structuré et ça permet de passer d'un projet à l'autre. Du coup, Nest. Nest, il fonctionne en modules. En module, c'est des unités de logique métier, globalement. Donc tout ça, c'est un module. Et à l'intérieur, il est découpé en contrôleur service modèle, qui ressemble énormément à du MVC. Et ce qui se passe, c'est qu'il va avoir des genres de ports. Bah, c'est des utilitaires qui permettent de faire, par exemple, un contrôleur REST assez facilement. Donc un service A va se taper en REST dessus, et derrière, on va utiliser ce qu'on appelle des DTO, qui sont des Data Object Transfer, qui permettent de valider l'input. Globalement, c'est votre contrat entre celui qui consomme et votre API, qui dit bah, si votre objet n'est pas au bon format, on vous jette direct, on ne continue pas. C'est pas la peine de continuer dans le projet, direct, on vous dit on vous envoie une 400, ce que vous m'avez envoyé, il n'est pas au bon format. Et à côté de ça, en plus, c'est assez cool parce qu'il a une intégration facile pour générer toute la documentation en fait, de votre code. Derrière, ça passe dans le service, vous avez votre business logic, et puis ça arrive dans le modèle où là, vous avez carrément votre modèle de base de données, votre interface avec votre base de données. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y en a plein d'autres de quasi préfaites. Donc, on peut faire des connexions via socket avec de la validation aussi. On peut faire de la connexion via souscription. On peut faire du gRPC. Il y a un truc qui s'appelle NATS, port. C'est pour l'IoT. Moi, personnellement, je m'en suis jamais servi, mais c'est toujours cool de savoir que c'est là. Et il y a du GraphQL. Et tout ça, c'est quasi natif à Nest. Il suffit d'installer le plugin et les contrôleurs se développent quasi de la même façon les uns des autres. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec un contrôleur différent ou même plusieurs parties dans un contrôleur, ce qui est un peu moins joli, on peut utiliser le même modèle et le même service. Et du coup, on peut vraiment avoir plein de façons de communiquer avec la même business logique. Et puis après, il vient avec des outils cool. Il a une CLI qui permet de créer des modules entiers, des routes, des contrôleurs. C'est hyper pratique, ça permet vraiment de créer tout rapidement. Il a son système de décorateur qui permet de faire du coup de la validation, du routing, des permissions et de la doc, super facilement. Et il a des ORM intégrés pour la gestion de données. Les plus connus, c'est TypeORM, et il a Nest.js Mongoose aussi. En fait, on l'installe, on configure 2-3 trucs et on a directement accès à Mongo et on gère les schémas depuis Nest. Mais tout ça, je vais vous montrer. Bon, est-ce que tout le monde connaît les décorateurs? Qui connaît les décorateurs? Ouais, il y a du monde, donc ça va aller vite. Globalement, ça permet d'encapsuler votre code et de faire des fonctions standards autour. Donc là, on peut en voir 3. Il y a le patch pour l'ID, le body et le param. Ça, c'est un contrôleur Nest. On en reparle après, mais globalement, il va vous faire tout votre routing avec le simple patch ID, et il va vous faire la validation du body avec le body et le params. Si je devais le transcrire, grosso merdo, je sais que c'est pas exactement à ça que ça ressemble, mais si je le faisais sans décorateur, j'aurais quelque chose d'à peu près comme ça. Ce qui est beaucoup plus verbeux et plus compliqué à lire. Mais par exemple, du coup, le patch, ça deviendrait toute cette partie avec toute la gestion du routing et puis la gestion des réponses. Le body, avec la validation, du coup, il me validerait mon DTO avec une fonction de validation de DTO. S'il y a une erreur, il créerait l'erreur dans un objet d'erreur, et dans le cas où il y a des erreurs, il me renverrait les erreurs en 400. Comme ça, je sais pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, je ne sais pas, l'âge doit être un chiffre. Et pour les params, pareil, on valide l'object ID. Mais par contre, on retrouve bien notre logique, là, notre code, ici, dans la zone qui reste. Ça sert aussi du coup pour les DTO. Donc si vous ne connaissez pas les DTO, du coup c'est ce que je vous expliquais, c'est les objets qui permettent de créer une validation d'objet. Du coup, il a des attributs, et en fait là on a 3 décorateurs pour les attributs, un qui va checker que c'est un nombre, et 2 qui vont dire que c'est entre 0 et 38. Et du coup, si on devait le faire sans, on ferait quelque chose un peu comme ça. Et au moment où on setterait notre objet, on aurait cette petite partie de logique. Mais du coup, c'est plus simple à lire quand même comme ça, et même pour un junior, en fait, même s'il n'a pas l'habitude des décorateurs, c'est un truc qui se prend très très vite. Et après, ça rend le code bien plus lisible. Ok, donc, Nest fonctionne avec les modules.
Donc un des fichiers les plus importants, c'est le fichier de module. Et c'est une classe qui est souvent vide, dans laquelle on peut ajouter des choses si on veut les appliquer à l'échelle du module entier, mais on n'est pas obligé. Mais par contre, après, on va déclarer les imports et nos contrôleurs et nos services ou providers. Et ça, en fait, de les déclarer ici, je le montre un peu plus tard, mais ça permet de faire l'injection dans tous les autres fichiers du même module. Et du coup, par exemple, les services, c'est des singletons par défaut. Et donc, une fois qu'il est instancié, il est juste injecté dans les autres, et on n'a pas besoin de les réinstancier, on n'a pas besoin de faire un new, par exemple. Ça vient avec le DTO et le contrôleur. Le contrôleur, en fait, on sait, Nest sait que c'est un contrôleur juste parce qu'il a un décorateur de contrôleur. Avec cat, ça va être son préfixe de routing, donc toutes ces routes vont être en /cat, juste parce qu'on a marqué contrôleur cat. Et à l'intérieur, toutes les méthodes en post, put, get, et même si on ajoute des paramètres à l'intérieur, elles commenceront toutes par /cat, on n'a rien à faire de plus. On peut créer nos décorateurs custom. Nous, on a créé le require permission. Et en fait, quand quelqu'un tape sur l'API, ben, on valide qu'il a les droits d'utiliser cette route spécifiquement, parce qu'il doit avoir ce droit pour y passer. Le post pour déclarer le post, et le body qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, on a un DTO avec un is optionnel pour la size du cat. Et après, on a le service. Et du coup, le service, lui, il doit être injectable. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on précise que lui est injectable, ce qui permet de l'injecter après dans plein d'autres trucs. Et je vous le montre juste après, mais on verra que dans le constructeur, on l'injecte. Et derrière, il y a les schémas. Et les schémas, c'est pareil, c'est @schéma. Alors ça, c'est parce que nous, on utilise Mongoose avec TypeORM. La syntaxe est légèrement différente, mais c'est presque la même chose. Globalement, pour vos schémas de base de données, vous créez un objet. Vous spécifiez son nom de collection dans Mongo. Là, on étend le document Mongo pour tout ce qui est ID et version. Et derrière, on met nos propriétés. On met le @propriété qui est du coup du Mongoose, et qui va donner son type et s'il est required ou pas. Et en fait, derrière, ça nous génère le schéma. Et du coup, après ce schéma, on va le retrouver injecté via le modèle dans notre service, au constructeur. Et vous pouvez voir qu'il est juste en attribut. Dans le constructeur, il n'y a rien, il n'y a pas un new, c'est juste injecté là. Et du coup, on peut l'utiliser juste en dessous avec le this de modèle de create. On n'a rien à faire de plus. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de le déclarer dans les imports Mongoose module, dans le module. Et après, dans n'importe quel service de votre module, même si vous en avez 10, vous pouvez juste injecter votre Mongoose dans votre service. Et après, on s'en sert pour le typage parce que c'est natif TypeScript et que c'est pratique. Derrière, on a notre DTO qu'on retrouve ici en entrée du service, mais aussi en entrée du body, qui sera validé par le @body du coup, et qui est passé au service. Et là, on a le service qui avait été mis dans les injectables et qu'on a aussi injecté du coup dans le constructeur du cat controller, juste dans les attributs, pareil en private read only. Le simple fait de faire ça fait que la première fois que votre contrôleur s'est instancié, il va créer une nouvelle instance du service, et la deuxième fois que le contrôleur est appelé, il réutilise juste la même parce que c'est un singleton. Et du coup, le contrôleur a juste à être partagé dans le module. Et le simple fait de faire ça fait que vos routes sont accessibles. Donc globalement, là, on n'a pas un CRUD, mais on a une petite API avec une route create, et c'est 5 tout petits fichiers qui sont très standards et qui seront toujours les mêmes dans tous les CRUD que vous ferez, ce qui fait que d'un projet à un autre, on s'habitue très très vite et ça devient très lisible. L'autre avantage, c'est qu'on peut faire nos propres décorateurs, et du coup, on peut minimiser le code après en faisant des bibliothèques communes de décorateurs entre nos différentes API. L'autre chose qu'on a utilisée, c'est OpenAPI ou Swagger, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas, qui connaît Swagger OpenAPI, s'en sert? Ouais, c'est bien. Du coup, ça permet d'exprimer une API REST en JSON, et après, ça peut servir à plein de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, le JSON généré, ça ressemble à peu près à ça, même si au final, ce n'est pas très important parce qu'on interagit rarement à la main avec. Et ça permet de faire énormément de choses. Ça permet de faire de la documentation, ça permet de faire des déploiements, de la virtualisation, test, mocking, implémentation, même du design et des clients. Nous, pour l'instant, on n'utilise que la documentation et la génération de clients. On aimerait bien utiliser le testing et le mocking à terme, mais pour l'instant, on n'en a pas un usage réel. Oh. Ok, bon, si vous connaissez Swagger, du coup, vous connaissez Swagger UI. On prend le JSON, on lui passe, et du coup, on récupère notre magnifique documentation. Et ça, par exemple, c'est le type de message d'erreur de retour dont je vous parlais pour Nest.js. Ça, c'est natif. En fait, vous lui donnez un DTO, et nativement, il va vous dire que le nom doit être une string et que la size doit être entre 10 et 100, par exemple, ou 0 et 38 de mémoire.
et il vous retournera une bad request. Et on n'a rien à faire, Nest le fait nativement à partir du moment où on lui donne un DTO. Maintenant, pour donner ce Swagger à Nest, il a des décorateurs qui sont les @API. Et donc ça, c'est les décorateurs Nest Swagger. Et du coup, en haut, on décrit notre opération Swagger. En dessous, on a notre réponse OK. Là, je vous ai mis la réponse 400, c'est très verbeux, mais je vous montrerai après, on a une solution beaucoup plus courte pour faire ça. Dans un DTO, en fait, on va être obligé un peu de se répéter sur le require et le type, mais on peut y ajouter des exemples et des descriptions qui nous serviront après dans le Swagger. Vu qu'on peut faire nos propres décorateurs, on peut complètement imaginer faire un décorateur plus court qui va générer les deux autres décorateurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait pour l'instant parce que pour ça, on n'en a pas l'usage. Et pour le schéma, du coup, c'est pareil, c'est un peu répétitif entre ces deux lignes, mais on met l'exemple et la description. Maintenant, en termes de génération, du coup, on a tout automatisé avec GitHub Action, on fait de la montée de version automatique, on génère les SDK et on les publie en fait en NPM et pip, ce qui permet après de les consommer entre nos autres API. Pour ce faire, je vais vous citer pas mal d'outils, je vais aller vite, et après j'ai un petit schéma qui explique comment ils interagissent tous ensemble. Pour les versions, on utilise le classique SendPair. On utilise CommitLint qui permet de valider vos messages de commit et vous empêcher de mettre n'importe quel message de commit, dans le sens où ils doivent avoir un fix ou un fit et un contexte en préfixe du commit. Et s'ils ne l'ont pas, en fait, on vous empêche de committer en interne. Et on utilise Husky qui est un utilitaire pour faciliter l'utilisation des Git hooks, si vous connaissez. Globalement, c'est les fonctions qui s'exécutent en local sur Git à chaque fois que vous faites une action GitHub, Git typique. Et on utilise Semantic Release après pour justement générer ce numéro de version. Et à côté de ça, on utilise un outil qui s'appelle OpenAPI Generator à qui on file du coup le Swagger et une version et qui nous génère des packages. Il peut générer des packages dans une quarantaine de langages de SDK du coup. Et nous, on utilise TypeScript, Axios et Python. C'est un super outil, mais la doc est imbuvable. Donc heureusement, il y a très peu de configuration à faire, mais si vous l'utilisez, soyez prêts à lutter contre la doc, quoi. Du coup, notre pipeline de release se passe comme ça. On a notre commit en local qui est fait. S'il n'y a pas le préfixe, il est rejeté. On passe par le commit hook. Les deux commits sont ajoutés. Et après, en fait, Semantic Release va tourner. Et lui, il va prendre le plus haut des préfixes. Donc par exemple, pour fit, ça va faire une minor. Pour fix, c'est un patch. Et si on avait une breaking change, il y aurait un break qui s'ajoute dans le message de commit. Et du coup, ça ferait une major. Et s'il y avait 50 commits, il prendra toujours le plus haut et il fera la mise à jour que du plus haut, en fait. Donc là, on passe en 2.1.0. Il met aussi à jour le package JSON, package lock, et il nous crée un joli petit changelog, ce qui est assez cool parce que du coup, il prend tous les messages de commit et il les trie en breaking, bug fix, et il fait un changelog qui est super lisible. Une fois qu'on a ça, en fait, on génère nos specs en Swagger et on envoie le tout à OpenAPI Generator qui nous génère les deux packages et qui les release sur les registries. Du coup, maintenant, comment on consomme notre API? Bon, le plus simple, c'est le try it out dans le Swagger UI. Ça, c'est pour quand on est en développement, c'est hyper pratique. Ça permet aussi de générer des requêtes curl, et on en a en interne qui les garde de côté pour se faire des librairies de test, ce genre de choses. Après, Nest, oui, alors du coup, désolé. En fait, Nest, il le sert nativement, ça, sur le /doc. On n'a rien à faire. Juste à partir du moment où on met Swagger, il y a une ligne de configuration, et sur le /doc de votre API, vous avez accès à votre doc Swagger. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il vous fait un /doc-json, et dans ce /doc-json, en fait, vous avez le JSON brut, et vous pouvez importer tout JSON brut dans Postman, et du coup, ça vous fait toute une collection Postman préfaite, avec tout configuré, ce qui est assez pratique aussi. Et du coup, la dernière et la façon qu'on utilise en prod, c'est d'utiliser nos packages qui sont générés. Donc ça nous génère un package comme ça, là, le cat API client, pour chaque module en fait. Donc pour chaque module, on va avoir le nom du module API et le schéma. Donc par exemple, là, la Smith Family, elle va instancier la cat API en lui filant le token et la base path. Et derrière, nous, on fait juste un this de cat API de create et on lui file son nom et sa size. Sachant que du coup,
c'est typé. Donc, et ça autocomplete. Et c'est documenté. Donc au survol des fonctions, vous avez toute la doc de votre route. Et vous tapez point, vous avez l'autocomplete de toutes les méthodes auxquelles vous avez accès. Et vous avez l'autocomplete des arguments attendus. Ce qui est hyper pratique quand on développe et quand on développe en microservice et qu'on a plusieurs API qui se parlent entre elles. Et un autre avantage d'avoir des signatures comme ça, c'est que si on est amené à faire changer notre URL ou notre body, ça ne va pas obligatoirement casser nos autres API. C'est-à-dire qu'une simple mise à jour du package, tant que la signature ne change pas, on n'aura pas besoin de recoder quelque chose. Donc, par exemple, là on ne le voit pas, mais nous on se laisse toujours un objet d'option à la fin. Et dans cet objet d'option, on a plein de propriétés qui sont toutes optionnelles. Et si on veut ajouter une propriété optionnelle pour s'en servir dans une API, mais qu'il y a d'autres API qui utilisent déjà ce package, en fait, c'est pas grave parce que ça les affectera pas. Du coup, l'architecture qu'on a maintenant, c'est plus quelque chose comme ça, où on a chaque API qui a sa DB, et on a des backend for frontend qui s'occupent d'appeler toutes les API et de formater éventuellement la donnée pour un front-end spécifique. Et du coup, les packages, il y a des appels dans tous les sens. C'est super pratique. Maintenant, on est sur une trentaine d'API qui discutent entre elles. Et ça a augmenté la vélocité, quelque chose de fou, parce que n'importe quel dev est capable de bosser sur n'importe laquelle de ces API en moins d'une demi-journée, parce qu'elles ont toutes exactement le même format. La seule chose qu'il y a de différent, du coup, c'est la business logic. Et c'est là où on passe le plus de temps. Et c'est vachement mieux que de passer son temps à essayer de décoder une API obscure pour essayer de faire un simple CRUD. Parce que sans déconner, au début, certains CRUD nous ont pris 2 à 3 semaines sur les anciennes API, juste pour fouiller, être sûr qu'il n'y ait pas d'effet de bord et ainsi de suite. Maintenant, en une journée, max 2, on a fait un nouvel objet complet de l'API jusqu'au front. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, probablement trop rapide, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Ouais, vas-y. Vas-y. Ça a pris beaucoup de temps, du coup, la migration vers alors, est-ce que ça a pris beaucoup de temps, la migration de nos systèmes monolithiques vers ces API? De un, c'est pas complètement fini. On a encore des zones obscures, comme toutes les boîtes, et on y travaille. Mais ça va beaucoup mieux. On a mis 3 mois à monter le projet sur une portion, disons 10% des devs sont consacrés à monter le système Nest, à se mettre d'accord, parce qu'on a aussi créé des packages communs. On a des base services qu'on leur create, find, machin de base. Et la plupart de nos autres API, en fait, elles font un extend et c'est tout. On a fait des systèmes de filtres aussi un peu génériques qui marchent très bien. Donc c'est pour ça que maintenant ça va vite. Et donc on a eu ces 3 premiers mois. Au bout de 3 mois, on a sorti la première API. Ça a pris 3 mois de plus pour vraiment que ça enchaîne, créer un scaffold, vraiment ajouter beaucoup de choses dans notre common package. Mais maintenant, en 6 mois, globalement, on avait vraiment engagé le truc. Maintenant, tous les devs savent très bien s'en servir. C'est vraiment efficace. Ouais. Du coup, moi j'ai une remarque, après une question. La remarque c'était par rapport au singleton. En Ouais. fait, ça génère pas un singleton, ça génère une instance qui est retenue par le contrôleur. Oui. Et du coup, si jamais tu provides ce service dans un autre contrôleur, c'est une nouvelle instance qui est créée. Pas la même instance. L'instance du service n'est pas partagée entre différents contrôleurs quand tu refais un provide. Alors que le singleton, c'est la même toute l'application. Oui. En général, c'est lui qui tient sa propre instance. C'est un petit trick, mais D'accord. vu que j'ai pas mal bossé et j'ai fait une instanciation à la volée avec Nest.js au runtime, Je savais pas, c'est bon à savoir. Ouais. Notamment, si tu veux faire sur des bases de données, tu veux faire du multitenant, tu as plusieurs bases de données, plusieurs schémas, tu veux instancier ton service par rapport à une base de données au runtime en fonction de l'ID de la base, en fait, tu peux le faire. Et du coup, c'est pas un singleton, en fait, tu réinstancies à chaque fois. Ouais, d'accord. Lorsque tu prends le... Et ma question, c'est par rapport à ton dernier schéma. Sur Nest.js, il y a aussi la possibilité de faire des microservices. Et j'ai trouvé que ton dernier schéma, au niveau de l'API, était très orienté microservices avec 4 API, Docs API et Food API. Ouais. Pourquoi alors peut-être parce que vous ne l'avez pas encore vu et peut-être ça peut être un outil d'évolution, mais justement remplacer les back for front par des orchestrateurs microservices et les API par des microservices, sachant que Nest le fait nativement. Ouais.
On est très orienté API pour l'instant. Après, là c'est pas notre archi. On travaille aussi beaucoup avec de l'événementiel. Donc il y a un gros mix de choses. Les back-end for front-end, c'est parce que c'est un peu historique, c'est la façon dont on fonctionnait. On avait pensé aussi par passer éventuellement par une API gateway ou un orchestrateur. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que vraiment les données que nos front-end consomment, c'est souvent des agrégats de pas mal de choses et on préfère envoyer qu'un objet plutôt que de faire 40 appels à différentes endpoints. Mais voilà. Ok, c'est plus historique, c'est pas forcément un choix. C'est une évolution. C'est une évolution. Et on va continuer d'évoluer. Pour l'instant, on ne sait pas encore où on ira sur certaines choses. On n'a pas trouvé non plus de super système par rapport au breaking change pour l'instant. Du coup, on fait quand même très attention sur nos releases, ce genre de choses. Juste pour Ouais. ajouter une remarque, dans l'ancienne boîte où je bossais, on a eu exactement les mêmes problèmes. Ouais. On a résolu exactement de la même façon, en faisant comme ça. Donc j'ai beaucoup bossé parce que j'étais vraiment dessus. Et moi je trouve que ça marchait hyper bien. Et pour répondre, pour aussi ajouter à la question qui a été posée, Ouais. je suis pas très. Ouais, vas-y. On s'est aussi posé cette question et venant d'une architecture comme il y avait avant et des monolithes, c'est beaucoup plus facile dans un premier temps de travailler juste comme ça que de mettre, de mettre Kafka ou de l'event emitter et tout, parce que déjà les gens n'y sont pas habitués et en plus voilà, donc Ouais. on peut gagner des perfs après, mais il faut déjà faire cette logique et tout migrer pour Ouais. commencer à le faire. Je pense que déjà si on vient d'un monolithe qui utilise vachement Kafka et tout, peut-être on le ferait de cette manière, mais si on avait déjà un truc comme ça. Bah, je sais pas si je suis clair. Parce que Si, je vois. C'est un peu la façon dont on a commencé à découper aussi, en fait. On découpe Il y avait- microservice par microservice, on remplace des bouts du monolithe au fur et à mesure. ça fait déjà beaucoup de boulot de passer de l'un à l'autre là. Mais en parallèle, en fait, on prépare déjà tout ce qui est event-based parce qu'en fait, on émet des événements pour à peu près tout et ça finit dans un data lake, mais ça nous permet aussi d'écouter à d'autres endroits avec des workers pour. Et pour le coup, par contre, pour tout ce qui est erreur, tout ce qui est génération de doc et tout, le gain de temps, c'est Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et Ouais. la consistance du projet aussi, La consistance est incroyable, la validation de la donnée entrante est juste magique et le débugage va beaucoup plus vite parce qu'en fait, comme je vous montrais, les retours d'erreur en 400, ils sont natifs, donc en fait, dès que vous avez un problème, vous avez une 400 et il vous dit exactement quel champ va pas bien, quoi. Et ça, c'est incroyable, on n'est pas obligé d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et il y a pas mal de front-end, notamment nous on utilise un front-end, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est React Admin, qui est un utilitaire d'admin qu'on peut brancher sur un REST simple. Et en fait, ils prennent par défaut les 400 dans ce format-là. Ce qui fait que dans notre back-office, quand il y a une erreur sur un champ qui a été mal rentré dans un formulaire, il y a le message d'erreur qui apparaît direct pour l'utilisateur final. Et ça, c'est juste incroyable. D'autres questions? Oui. Ouais, je me demandais si vous aviez monitoré ou est-ce que vous avez remarqué l'explosion de l'utilisation de votre RAM. Parce que vous êtes sur des serveurs Mongo, sur les dogs API Nest.js, là, je vois, il y a une DB par. Ouais, il y a une DB par API. Et en fait, il y a des connexions qui se croisent pour les s'appeler les uns les autres parce que ça. Oui, ça augmente carrément. Mais après, on n'a pas vraiment un gros problème de charge. C'est pas notre plus gros problème, donc pour l'instant, ça va. Surtout qu'en plus, on fait quelque chose d'un peu plus particulier que ça. La plupart de nos API ont 2 DB en fait. Elles ont une DB de configuration et une DB de record pour les données utilisateurs. Parce que vu qu'on est aux Émirats arabes, aux US et en Europe, on n'a pas le droit de stocker, de traiter les données partout en France. Il faut stocker, les traiter dans la zone. Et vu qu'on a énormément de données de configuration pour Cevic qu'on aime bien mutualiser entre toutes les apps, eh ben, on stocke toute la configuration dans une base mutualisée en France, parce que celle-là, du coup, elle ne contient pas de données utilisateurs. Et chaque région utilise cette même configuration, ce qui permet à nos équipes internes d'utiliser qu'un site et pas de sauter de site en site pour refaire la même chose et copier la même configuration. Oui. Il y a beaucoup d'avantages que tu as cités. Est-ce que là, vous avez déjà vu des inconvénients sur ces questions? Donc, est-ce qu'on a déjà vu des inconvénients sur cette archi? Oui, quelques-uns. Donc, on soupçonne qu'on aura un problème de perf à un moment sur certains systèmes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on découpe aussi un microservice, parce qu'à certains moments, on se dit que si on a un problème de perf sur un endroit précis, ça sera facile à résoudre plutôt que si c'est embête dans un gros système. Et l'autre inconvénient qu'on a, c'est qu'on multiplie les API, on multiplie les packages, du coup, on multiplie les mises à jour, on multiplie les mises à jour de failles de sécurité, de packages, et ça c'est un inconvénient, ça prend un peu de temps. Après, par rapport au temps que ça nous prenait avant de travailler sur le monolithe,
c'est risible comme perte de temps, et on utilise des outils comme des PandaBot et des trucs comme ça qui nous permettent de nous alerter directement quand on a des montées de packages entre nos systèmes. Ouais. Une question par rapport à l'infra et la CI, vu qu'il y a un petit temps de lancement pour Nest.js. C'est quoi l'infra que vous avez utilisé et le système de déploiement? Est-ce que vous avez des downtime ou... Alors, c'est par rapport à l'infra et par rapport au downtime. Alors du coup, je suis moins calé sur la partie infra, mais on travaille sur du Kubernetes et en fait, on déploie les pods et on fait un remplacement une fois qu'ils sont chauds. Donc, on n'a pas trop ce genre de problème. Ce qui est Oui. cool, du coup, d'avoir une archi comme ça, c'est que si vous avez ce problème de RAM, à un moment donné, vous pourrez déplacer pas mal d'objets sur quoi. Et puis partir sur du reste. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd du tout, le talk d'avant sur des problèmes de performance, ouais, clairement. Est-ce qu'il y a... On a vu que vous avez beaucoup d'API qui sont un peu entre elles et tout. Comment vous testez un peu tout ça? Alors, Un peu plus complexe. ok, donc la question c'est par rapport aux tests. Du coup, on a pas mal de tests unitaires, mais on a surtout beaucoup de tests d'intégration sur chaque API. Et là, on a du coup aussi du test manuel, malheureusement, pour l'instant, pas mal, et on bouge sur du test end-to-end, en fait, sur un environnement de test. On a aussi travaillé pas mal sur un clean de l'ADB, donc en fait, on est capable de clean notre DB de test avec un simple script et de recréer des personas utilisateurs à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir en fait une copie de la configuration de prod, parce que vu qu'on est encore sur la configuration, un des problèmes qu'on avait, c'était de ne pas avoir la bonne configuration sur l'environnement de test. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on copie la configuration de prod, et juste la config, pas les données utilisateurs, et on régénère de la donnée utilisateur, et après on fait tourner des end-to-end tests là-dessus. Mais du coup, en end-to-end, ça lance les API En fait, elles sont lancées sur notre environnement de stage, donc ouais, tout tourne, on a même une app de test. Merci. Merci.